Le Burkina Faso s'est doté d'un nouveau gouvernement. L'équipe est composée de 32 membres, dont une personnalité de la société civile. Le gouvernement ghanéen encourage la diaspora à revenir au Ghana. Le but est d'inverser la tendance à l'immigration en 2019. Puis manifestation de parents d'élèves en Tunisie. Ils protestent contre une grève des notes dans les lycées tunisiens. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. Au Burkina Faso, on connaît désormais le nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre Christophe Dabiri, nommé lundi dernier, a dévoilé un gouvernement de 32 membres. Une personnalité de la société civile, Chérif Si, a hérité du portefeuille sensible de la défense. Un gouvernement de 32 membres. C'est la liste constituée par le nouveau Premier ministre burkinabé Christophe Dabiri, nommé lundi dernier. Dans cette nouvelle équipe, c'est Chérif Si, une personnalité de la société civile, qui a été positionné au ministère de la Défense. Ministre d'État, Chérif Si, âgé de 59 ans, qui devrait également s'occuper des anciens combattants, était jusque-là au représentant du président Roch Marc, Christian Kaboré. Au ministère de la Sécurité, c'est le colonel Ousseini Compaoré qui remplace Clément Sawadogo. Ce nouveau gouvernement vient satisfaire la demande des acteurs de la société civile et des partis d'opposition qui réclamaient depuis plusieurs mois le remplacement des ministres chargés de la sécurité et de la défense. Au ministère de l'économie, des finances et du développement, Lassane Kaboré a succédé à Rosine Koulibaly. Il faut dire que plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie de la nouvelle équipe, dont Alpha Barry qui conserve le portefeuille des Affaires étrangères et René Bagoro, le ministère de la Justice. L'économiste Christophe Dabiri, nommé Premier ministre à la suite de la démission du gouvernement de Paul Kabatieba, était jusque-là représentant du Burkina Faso à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a été plusieurs fois ministre sous le régime de Blaise Compaoré. Moins d'une semaine après sa prise de pouvoir officielle, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé la composition du gouvernement de Christian Tsey, une équipe composée de 22 ministres au lieu des 30 précédemment. Parmi la nouvelle équipe, des experts, des techniciens, des hommes politiques et hommes d'affaires, mais aussi quelques membres de la garde rapprochée du président. Andry Rajoelina a tenu ce jeudi soir son premier conseil des ministres, 5 jours à peine après avoir pris les rênes du pays. Son prédécesseur, lui, avait mis 3 mois à former son gouvernement. L'opposant Félix Tshisekedi est officiellement devenu ce jeudi le 5e président de la République démocratique du Congo, sous les yeux de son prédécesseur Joseph Kabila, mais en l'absence de l'autre opposant, Martin Fayoulou. Ce dernier, rappelons-le, conteste toujours sa victoire. C'est la première passation de pouvoir civilisé dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un pays riche en minerais. L'opposant Félix Tshisekedi a reçu les symboles du pouvoir des mains du président sortant Joseph Kabila lors d'une cérémonie au Palais de la Nation, siège de la présidence. Lors de son discours, Félix Tshisekedi a promis d'œuvrer en faveur de la libération des prisonniers politiques. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Le nouveau président a été obligé d'interrompre son discours d'investiture, visiblement en raison d'un malaise. Proclamé élu par la Cour constitutionnelle samedi dernier, le nouveau président devra partager le pouvoir avec le camp du sortant qui a gardé la majorité à l'Assemblée nationale. C'est parmi cette majorité qu'il devra chercher son Premier ministre à partir de lundi prochain, date prévue de la rentrée parlementaire. Des proches du candidat malheureux Martin Fayoulou, qui s'estime victime d'un accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ont déjà rejeté toute participation à un gouvernement d'unité nationale. Au Nigeria, le candidat de l'opposition Atiku Abubakar fait campagne à Abuja et sur en amont des élections du 16 février prochain. Reportage.
Les Nigérians seront appelés aux urnes en février et mars 2019 pour élire un nouveau président, mais aussi leurs gouverneurs et députés. Un total de 113 candidats briguent la présidence, mais l'élection devrait se jouer entre le président sortant Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes APC et l'ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique PDP. En pleine campagne à Abuja ce jeudi, Atiku Abubakar a appelé le peuple à voter pour le PDP. Maintenant, je veux vous demander à vous, le peuple, la vérité. Combien d'entre vous ici vont voter pour le PDP? Peuple de Kaduna, je vous supplie, lorsque vous irez voter le jour des élections, en bas en haut, votez pour le PDP. Je veux dire ça à tous. Buhari doit s'en aller. La PC doit s'en aller. APC must go. Si vous votez pour le PDP, nous vous garantissons un brillant avenir. Nous vous aiderons avec un bon travail et une bonne vie. Ce sont les choses que nous vous promettons. Le PDP d'Atiku Abubakar avait été évincé par l'APC de Muhammadu Buhari en 2015, après 16 ans au pouvoir. C'était lors de la première alternance politique au Nigeria depuis le retour de la démocratie en 1999. Ce journal se poursuit au Ghana. Le gouvernement, dans un effort pour relancer l'économie ghanéenne, veut inverser la tendance à l'émigration en 2019. Dans cette optique, les autorités ghanéennes entendent encourager la diaspora du pays à rentrer chez elle, et ce malgré les problèmes économiques que connaît toujours le pays. Voici les détails. L'année du retour, c'est ce que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, voudrait faire de 2019. Pour convaincre la diaspora ghanéenne de rentrer au pays, il a annoncé de nouvelles lois pour faciliter la réinstallation. Dedo Azou est rentrée au Ghana en 2009, après avoir passé 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar de thé à Accra, mais la réadaptation à la vie ghanéenne n'est pas facile tous les jours. C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi si l'on est du Ghana ou si nos racines sont ici. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de rester ici en ce moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit stable financièrement. Les Ghanéens ne sont pas les seuls à être encouragés à s'installer ici. C'est le cas de toute la diaspora africaine et tout particulièrement des Afro-Américains. Pendant 3 siècles, la Côte de l'Or britannique, ancien nom du Ghana, a été l'un des points principaux de départ du trafic d'esclaves vers l'Amérique. Né aux États-Unis, Sikley Williams s'est installé au Ghana avec sa famille en 2017, après avoir visité le pays comme simple touriste. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que vivre en Afrique, et particulièrement au Ghana. Donc je pense que c'est très important que les gens viennent visiter le pays pour se faire leur propre idée de comment c'est réellement. Le gouvernement espère que cette année du retour fera mieux connaître le Ghana à travers le monde et aidera à relancer le tourisme, un secteur au potentiel immense, mais peu exploité. En Tunisie, plusieurs dizaines de parents d'élèves ont manifesté jeudi à Tunis contre la grève des notes observée dans la plupart des lycées du pays. Les manifestants ont à cette occasion appelé le gouvernement et le syndicat UGTT à épargner leurs enfants du bras de fer dans lequel ils sont engagés. Environ 200 parents d'élèves ont manifesté jeudi à Tunis contre la grève des notes observée dans la plupart des lycées tunisiens et appelé le gouvernement et le syndicat UGTT à épargner leurs enfants dans le bras de fer dans lequel ils sont engagés. Cette protestation intervient alors que des lycéens ont déjà organisé des manifestations ces dernières semaines dans plusieurs villes de Tunisie pour réclamer que les cours reprennent normalement. À l'approche des examens du 2e trimestre, les parents d'élèves craignent une année blanche sans aucune note. En tant que mère et parent, je veux que mon enfant et tous les enfants de Tunisie passent leurs examens. Ils ne doivent rater aucun examen. Le premier trimestre est fichu, mais nous espérons toujours qu'ils passent leur examen afin de récupérer les bulletins de notes. Il est important aussi que nos enfants ne restent pas dans la rue.
Bourguiba a instauré l'école publique gratuite pour que les pauvres puissent s'instruire et les riches puissent s'instruire à leur tour. Si maintenant on enlève l'école publique gratuite, cela signifie que le pauvre ne pourra plus instruire ses enfants et que tout le monde aura recours à l'école privée. Les mobilisations à répétition des enseignants ont perturbé l'année scolaire, la plupart d'entre eux n'ayant pas organisé les examens du premier trimestre ni donné de bulletins de notes pour mettre la pression sur le gouvernement et obtenir une reprise des négociations avec le syndicat. La puissante centrale syndicale UGTT réclame depuis des mois des primes pour les enseignants et l'application d'accords passés avec le gouvernement. Le syndicat a récemment orchestré 2 grèves massives dans le secteur public et une 3e mobilisation est prévue les 20 et 21 février prochains pour réclamer le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires face à une inflation ayant récemment atteint 7,5%. Démarrage hier jeudi à Khartoum des pourparlers de paix. Sont réunis dans ce cadre autorités de Bangui et les 14 groupes armés opérant sur le territoire centrafricain. Voici les détails. C'est la première fois que ces chefs de groupes armés dialoguent eux-mêmes avec des émissaires de haut rang des autorités centrafricaines, le directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra et des ministres. Ces négociations, dont le but est d'aboutir à un accord et à la mise en place d'un comité de suivi, devraient durer 2 à 3 semaines. Elles se tiennent alors que la majorité du territoire est sous le contrôle des groupes armés qui combattent entre eux et contre l'ONU pour s'accaparer les ressources naturelles. Ce dialogue est principalement préparé depuis 2017 par l'Union africaine. 7 accords de paix ont déjà été signés depuis le début de la crise centrafricaine, fin 2012. À date, aucun n'est arrivé à ramener la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale de 4,5 millions d'habitants. Cet accord doit aussi permettre la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et assurer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants des groupes armés. La France s'est félicitée de l'ouverture des négociations. Voilà, c'est sur ces images que s'achève ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika TV. À bientôt. Au revoir.